Il existe des régions en France dans lesquelles on n'a pas envie de tomber en panne, et l'histoire dont je vais vous parler, elle tombe justement dans un de ces coins. Cette histoire, elle ne vient pas non plus du Let's Not Meet, elle vient également d'un abonné. Un abonné qui vit dans une de ces régions où on prie pour avoir fait le contrôle technique et la pression des pneus. L'histoire, elle vient d'un département français que je connais bien parce que j'y ai passé pas mal de temps quand j'étais plus jeune. J'ai nommé l'Ardèche. Mais avant de poser l'ambiance, le décor et tout ça, laissez-moi vous parler d'un truc. Un petit détour qui va vous sembler bizarre, mais restez, ça vaut le coup. Ok, vous connaissez la théorie de la forêt sombre ? Ok. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi d'abord vous rappeler ce qu'est le paradoxe de Fermi, car ça nous sera utile pour la suite. Enrico Fermi, c'est un physicien et astronome italien brillantissime qui, dans les années 50, un jour, est à la pause déj avec ses collègues et pose une question qui est restée très célèbre. Et les astronomes physiciens des années 50, ils ne parlent pas de « Oh là là, t'as vu Josiane, elle a encore posé un arrêt maladie, et d'ailleurs, où est-ce qu'elle a planqué la graffeuse, cette connasse ? D'ailleurs, il faut qu'on fasse le plein de post-it. Et au fait, vous avez vu, demain, c'est Achille Parmentier à la cantoche. Ah oui, au fait, vous avez écouté le dernier épisode d'Hostile ? Celui où il nous fait une intro d'1 quart d'heure où il parle d'un mec qui fait caca dans un seau et qu'il nous dit ensuite que c'est de la physique quantique ? Non, les physiciens des années 50, ils parlent de trucs un peu plus exotiques. Et ce jour-là, le sujet du jour dont Enrico Fermi est en train de parler avec ses collègues, c'est l'existence des extraterrestres. Alors il écoute un petit peu la thèse des collègues, il y en a qui croient aux extraterrestres, d'autres qui n'y croient pas. Et Enrico, il a une réflexion très simple qui lui vient, qui est « Bordel, où sont-ils ?» Les gars, je veux dire, il y a 2000 milliards de galaxies, ce qui fait quoi ? 100 000 milliards d'étoiles ? 10 puissance 23. Enfin merde, les gars, vu sa taille et son âge, l'univers devrait regorger de civilisations avancées, et on devrait avoir vu au moins une preuve de ça, mais on n'a rien. Pourquoi ? Le paradoxe de Fermi, c'est ça. Et oui, je vous vois les gens en commentaire qui vont venir me parler des pyramides un peu mystérieuses construites avec une technologie inconnue, des found footage en qualité immonde qui filment un point brillant dans le ciel, des témoignages de soi-disant anciens pilotes de chasse, anciens directeurs de la NASA, mes couilles. Oui, il y a plein de trucs, sauf qu'on a que des trucs un peu miteux, un peu bancals, on n'a jamais aucune trace concrète de communication avec une forme de vie extraterrestre. Jamais un cliché net, jamais un témoignage qui tient la route, vraiment. Et croyez-moi, je fais partie des personnes qui ont vraiment envie que ça existe et qui rêvent de savoir ça de leur vivant. Tenez, mon père, qui est la personne la plus rationnelle que je connaisse, m'a raconté avoir vu des trucs chelous dans le ciel, des points brillants avec des trajectoires en escalier physiquement impossibles. Je connais plein de personnes qui ont vu des trucs similaires, mais ça reste des trucs, pas des preuves. J'ai regardé le dernier épisode de Légende qui parle des ovnis, et je sais pas, c'est censé être des pros qui en parlent, mais merde, c'est approximatif, j'arrive pas à y croire, et pourtant j'en ai envie, croyez-moi. Enfin, tout ça pour dire que pour le moment, en 2025, on n'a rien. Alors en 1950, quand il n'y avait pas YouTube, ni les smartphones, ni les logiciels de montage, Fermi, il avait encore moins de trucs à se mettre sous la dent. Et donc le paradoxe de Fermi, c'est la mise en évidence d'une terrible incohérence statistique qui est qu'avec la taille de l'univers et les milliards de systèmes solaires, pourquoi est-ce qu'on a fucking rien ? Alors il y a un type qui s'appelle Michael H. Hart, qui est également un astrophysicien brillantissime américain cette fois, qui en 1975 a catégorisé 4 grandes hypothèses pour répondre à ce paradoxe. La première, c'est qu'il se peut que l'apparition de la vie soit en réalité un accident statistique extrêmement peu probable, quasiment impossible, et que la Terre soit un miracle de conditions réunies pour héberger la vie. Et donc, que la probabilité d'apparition d'une bactérie dans l'univers soit très faible, alors une civilisation technologiquement avancée, ce serait pratiquement impossible. Pourquoi ? Parce que la vie dépendrait de milliers de variables comme la taille, la puissance, la composition gazeuse du Soleil, la taille de la planète, la vitesse de rotation, la composition du sol, l'atmosphère, la taille, la forme de l'orbite, la distance avec son Soleil et de centaines d'autres variables qui doivent toutes être alignées pour que la vie apparaisse et que la probabilité soit si faible que même dans un univers de la taille d'une autre, des milliards de planètes n'est pas suffisant pour que la probabilité de voir une civilisation technologique comme la nôtre se réalise. En gros, pour résumer, selon la première hypothèse de Michael H. Hart, nous sommes probablement seuls dans l'univers. La deuxième hypothèse, qui est moins marrante, c'est qu'il se peut que la vie existe ailleurs, mais en des lieux et sous des formes qui rendraient sa détection difficile, comme par exemple des bactéries présentes dans des océans protégés par des couches de glace. La troisième hypothèse, un petit peu plus marrante, c'est qu'il se peut que les extraterrestres existent et nous rendent visite, mais d'une manière indétectable avec les moyens techniques actuels. Parce que la thèse de ce postulat, c'est que s'ils ont les moyens de venir nous trouver à des milliards d'années-lumière, alors leur technologie est beaucoup plus avancée que la nôtre. Et enfin, la quatrième hypothèse, celle qui nous intéresse, c'est qu'il se peut que les extraterrestres existent, mais que pour une raison ou une autre, la communication et le voyage interstellaire soient impossibles ou ne soient pas jugés souhaitables. Et c'est précisément sur ce pas jugé souhaitable que je souhaitais attirer votre attention. Parce que ce pas jugé souhaitable de la quatrième hypothèse, il donne lieu à une théorie. Une théorie popularisée par un auteur chinois qui s'appelle Liu Cixin, dont je suis absolument fan. Cette théorie, celle qui nous intéresse, s'appelle la théorie de la forêt sombre.
Et cette théorie, elle consiste à penser qu'il existe bien d'autres civilisations quelque part ailleurs, mais que chacune d'elles reste volontairement silencieuse. Pourquoi ? C'est là que la comparaison avec la forêt sombre entre en jeu. Imaginez que l'univers soit une forêt gigantesque dans laquelle il fait nuit, et que celle-ci est peuplée de milliers de chasseurs qui ne se connaissent pas et que chacun possède un fusil. Et que dans le tas il y ait des chasseurs hostiles qui attendent de tirer sur tout ce qui bouge, et dans l'autre, des chasseurs pacifiques. Mais que comme personne ne sait qui est qui ni où sont les autres parce qu'on est dans le noir total, alors personne ne divulgue sa position et chacun se terre du mieux qu'il peut en cramponnant son fusil. Vous l'avez compris, dans la théorie de la forêt sombre, les civilisations extraterrestres seraient les chasseurs. Et en réalité, tout le monde serait hostile. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on détecte une autre civilisation, on ne sait pas si celle-ci est hostile ou non, et donc par acquis de conscience et par précaution, on agit comme si celle-ci est hostile, alors soit on se planque, soit on l'élimine. Et donc, l'univers est peut-être super silencieux simplement parce que tout le monde a peur de se faire tirer dessus à vue par précaution. Un peu comme un cache-cache cosmique où le premier qui bouge perd. Et ça fait un petit peu réfléchir parce que nous, sur Terre, nous envoyons des sondes et des signaux radio à gogo depuis des décennies. En gros, nous, la Terre, c'est un petit peu comme si on était au milieu de cette forêt sombre, comme un gros dindon avec une lampe torche en train de crier « Coucou, il y a quelqu'un, je suis là ». Mais pour l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, on n'aura pas besoin de regarder vers les étoiles, on restera ici, sur Terre. Aujourd'hui, on part dans une des régions les plus mystiques de France, l'Ardèche. Ok, il y a des régions qui sont glauques et sur lesquelles c'est facile de taper. Je pense au Loiret, aux Ardennes, à Lyon, classique. Mais il y en a d'autres comme l'Ardèche, plus discrètes, des régions pièges, des paradis tranquilles en apparence, arides par endroits, marécageux, forestiers, sauvages. Là-bas en hiver, il peut tomber 30 cm de neige. En été, c'est la fournaise, et quand il pleut, c'est des inondations terribles, voire des glissements de terrain. Renseignez-vous sur Vaison-la-Romaine au passage. Et quand ça gronde, les orages sont vraiment pas rigolos. Il y a beaucoup de gens qui bossent à la centrale nucléaire du coin, il y a des grands vignobles. L'Ardèche, c'est des trésors géologiques, c'est des gorges à couper le souffle, on peut y ramasser des fossiles en se baladant dans les bons endroits, mais c'est aussi un terrain parfait pour se cacher. L'Ardèche, c'est pas triste et figé comme d'autres régions du territoire français, non. L'Ardèche, c'est vivant, mais vivant d'une drôle de manière, c'est un coin bizarre. Là-bas, c'est littéralement la nature qui vous observe, et se balader seul, ça fait vraiment un drôle d'effet. L'Ardèche, c'est une région magique, mais pas la magie d'Harry Potter, c'est plutôt celle des vieilles croyances, du folklore inquiétant, une magie trouble, sourde, un peu pourrie au fond, un endroit avec des gens vraiment étranges qui se baladent tout seuls, un endroit où existait l'auberge rouge, cette petite gargote qui hébergeait les voyageurs pendant le 19e siècle et qui les tuait dans leur sommeil, les brûlait dans des fours. J'en ferai peut-être un épisode un jour, mais c'est pas le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. On va pas remonter aussi loin. Aujourd'hui, on va en 2005. Et je vais vous raconter l'histoire d'un auditeur qui s'appelle Romain. Romain, il a 19 ans, on est en plein mois de juillet, il fait 35 degrés la nuit, il vit dans un petit village, un endroit où la beauté brute flirte avec la solitude, collines rocheuses, forêt épaisse, marécages humides, un coin reculé, un peu oublié du monde. Et avoir 19 ans, c'est jamais simple. Romain, il est entre deux âges, il devient adulte mais il sait pas encore ce que ça veut dire. Dans son bled à 19 ans, soit on a décroché les études, on travaille à la centrale du coin où on est tombé dans l'héroïne, soit on est en études supérieures, on s'est barré à Valence ou à Montélimar. Romain, il a la tête pleine de questions, mais avoir 19 ans en Ardèche, ça c'est autre chose. Avoir 19 ans en Ardèche, c'est l'ennui, l'isolement, rien à faire, rien à voir, pas de ciné à moins de 40 km. Et avoir 19 ans en Ardèche en plein été, c'est dur. On est au début du mois d'août, les cours sont finis depuis un mois, et l'Ardèche en août, c'est pas hyper funky. Tous les potes sont partis cette année, mais lui, il est resté là, dans ce petit village de 500 habitants qui n'est fréquenté que par les quelques touristes qui font escale de temps en temps pour aller faire du canoë. La chaleur est écrasante et paralyse toute la région qui meurt dans une lente agonie. Tout est immobile, le sol est brûlant. Romain, il est comme tout jeune de 19 ans en été, il a la testostérone qui lui monte aux tempes, il crève de chaud et d'ennui, sa mère qui le fait chier et son père qui est pas souvent à la maison. Romain, comme tout jeune de 19 ans qui n'a pas de copine, il tourne en rond. Alors il joue toute la nuit en caleçon à Counter-Strike sur un vieux Pentium 2, dans une chambre où il fait une chaleur écrasante la nuit et où c'est impossible de dormir. Il aime bien fumer des clopes à sa fenêtre en regardant les étoiles, en se demandant si on est seul dans ce grand merdier qu'est l'univers, en se disant que c'est quand même un peu bizarre qu'on ait aucun signe de vie vu la taille du truc. Il crèverait pour avoir une copine ou pour que ses potes soient là, qu'il aille se baigner dans la rivière, se mettre des cuites au bal du village. Mais cette année il y a personne, alors il joue à des jeux vidéo. Mais parfois il a pas envie de jouer, il ressent un désir brûlant de partir de ce trou, de sortir de la vie rurale, et surtout il rêve de vivre des trucs. N'importe quoi, même des malheurs, il s'ennuie tellement qu'il est prêt à tout pour que sa routine soit un peu pimentée, et justement,
Romain a trouvé une sorte de truc. Ce truc, c'est d'attendre que la nuit tombe, dans sa vieille Fiat Panda, de prendre un pack de bière, des cigarettes et mettre un CD de rock des années 90-2000 et de juste rouler sans direction précise. Il roule comme ça pendant des heures, sillonnant la région accompagné par Kurt Cobain, Linkin Park, Yellowcard, Offspring, Sum 41 et plein d'autres, le tout dans la nuit chaude avec les vitres ouvertes. Et ce soir-là, on est un de ces soirs. Il a acheté un pack de Heineken, un paquet de Marlboro, il est 22h30, il commence à faire sombre, il a choisi Nickelback, il démarre la Fiat Panda, décapsule une bière, boit une gorgée, cale la bouteille entre ses cuisses, allume une clope, tire une longue taffe, et puis il passe la première, et il roule. Ce soir-là, il a décidé de faire un peu d'exploration et d'aller un peu plus loin que les endroits qu'il connaît. L'air est chaud, il emprunte une petite route principale qui coupe le village en deux, passe devant le bar tabac et la boulangerie, arrive au stop et s'engage sur la départementale. Il roule pendant 2 heures, chante en même temps, enchaîne les clopes, se croit dans un film, sillonne les villages qui bordent les gorges de l'Ardèche, longe les vignes, passe au-dessus du Rhône et arrive dans un petit patelin agricole. Il s'aventure sur la route étroite bordée par les champs de maïs qui sont bien plus hauts que la voiture. C'est oppressant, il adore ça. Sur le côté, des fois, il y a des hangars qui servent à ranger du matériel et des tracteurs. Il y a aussi des grands peupliers et des champs, toujours des champs. Parfois, très très loin, au bout d'un chemin, il devine une lueur. Alors il devine que c'est une maison où des gens habitent, mais lui, il continue. Il finit par sortir du hameau qui doit contenir 5 maisons et tombe sur un chemin de terre qui avance au milieu d'un champ en friche et s'enfonce dans la forêt. Et là, il se dit, bon, je vais peut-être un petit peu loin dans mon délire, je vais peut-être rentrer. Enfin, il devrait se dire ça. Mais merde, il a une Fiat Panda 4x4. Et ça passe partout. Il a des bières, il a des clopes. Je veux dire, il est invincible, il a tout ce qu'il faut. Alors il se dit, tiens, un chemin accidenté en pleine nuit, tout noir, qui s'enfonce dans la forêt. Let's go, baby. Et donc Romain, il appuie légèrement sur l'accélérateur et s'engage sur le chemin. Il traverse le champ, ça se coupe pas mal, mais la voiture fait le job, elle passe les ornières, les creux, les trous, il arrive à l'orée du bois, et là il tombe sur un chemin qui fait une espèce de voûte d'arbres qui s'enfonce dans la forêt. Alors ça fait flipper, mais lui il a un coup dans le nez, du rock dans les oreilles, il est invincible, il se dit encore une fois, let's go baby, et donc prudemment, il commence à s'enfoncer dans la forêt. Alors la voiture s'engage dans l'espèce de voûte d'arbres qui avance dans la forêt, les phares jaunes éclairent à peine 20 mètres, il commence comme ça pendant 1 minute ou 2, et le chemin finit par s'ouvrir, il arrive dans une clairière dégagée, bien éclairé par la pleine lune. Alors il y a une bonne visibilité et il peut voir que cette clairière elle est au bord d'un des bras du Rhône. Et ces bras du Rhône, ces bras morts, on les appelle les Launes. Romain il reconnaît ce genre de spot car il allait pêcher dans des endroits similaires avec son père quand il était plus petit. Il reconnaît la végétation, l'odeur d'humidité et plein de souvenirs remontent. Il sait qu'en dehors de l'habitacle c'est une vraie jungle humide, de hautes herbes infestées de moustiques et de serpents et qu'il y a aussi pas mal de bestioles qui traînent. Romain reste là sous la lune, à boire et fumer des clopes pendant une bonne heure en écoutant de la musique et aussi les grenouilles qui hurlent. Il passe un bon moment, tout seul, il enchaîne les bières, l'alcool commence à monter un peu, il met la musique à fond, il chante, il fait sa soirée tout seul, il se roule un vieux joint, pense à la vie, regarde les étoiles, se demande si on est vraiment seul là-dedans, et puis d'un coup, il a une sorte de vertige. Ça se met à tourner ou bouger dans la voiture, il a une sensation bizarre, il se dit bon, j'ai peut-être un petit peu trop tiré, je me fais bouffer par les moustiques, je commence à être démonté, pas dingue, il faut que je rentre. Alors il fait demi-tour, s'engage dans le chemin en sortant de la forêt, mais là la voiture commence à faire un bruit pas habituel. La voiture avance quand même, mais c'est pas pareil que d'habitude, il y a une odeur d'essence bizarre dans la bagnole. Il se dit merde, j'ai dû péter un truc, et il sort à peine de la forêt, et là la voiture cale. Alors il essaie de redémarrer encore et encore, mais la voiture est bel et bien en panne. Il est donc là, dans le noir total, la forêt juste derrière lui, sur ce petit chemin au milieu de rien. Il n'a pas de smartphone avec un flash pour aller voir sous le capot s'il y a un souci. Il a un briquet, mais avec l'odeur d'essence, pas une bonne idée. Et merde. Alors son premier réflexe est celui de tout gamin de 19 ans qui se croit invincible, autonome et qui se retrouve dans la merde. Appeler papa-maman. Alors il sort son vieux Nokia 3210 qu'il a eu récemment pour son anniversaire. Heureusement il capte encore du réseau, il appelle sur le fixe, réveille son père, lui explique la situation et tente de lui décrire du mieux qu'il peut là où il se trouve. Le problème c'est qu'il sait pas exactement où il se trouve, alors il essaie du mieux qu'il peut et heureusement son père voit à peu près où c'est et par chance il a un pote dépanneur. Alors son père avec son accent à couper au couteau lui dit de rester dans la voiture, d'arrêter d'être con et d'attendre le temps qu'il appelle le pote en question. Ok, il raccroche et il se retrouve donc dans le noir à la sortie du bois face au champ sous les étoiles. Et c'est une nuit magnifique. On voit la Voie lactée parfaitement, il y a des milliers d'étoiles et de constellations, c'est sublime. Du coup, il est coincé là, et il ferait ce qu'on ferait tous. Il se rouvre une bière, se rallume une clope, il écoute un peu de musique, regarde l'heure de temps en temps, et ça passe pas aussi vite qu'il en a envie. Et ce qui doit arriver, arrive,
Il a envie de pisser. Alors il sort de la voiture, reste pas trop loin, pisse sous la Voie lactée en espérant voir des étoiles filantes, revient dans la voiture. La batterie marche encore et donc les phares aussi, il décide d'examiner un peu son environnement. Devant lui s'étend un grand champ en jachère qui est partiellement éclairé par les petits phares jaunes de la voiture. Et là, dans la partie pas éclairée des phares, il aperçoit un truc. Un truc pas hyper rassurant. Des yeux. Une paire d'yeux à une trentaine de mètres. Romain, il bug. Naturellement, il y a un espèce de frisson de panique qui lui parcourt la nuque. Et puis il réalise que les yeux sont vert jaune et que c'est probablement un renard ou un chat. Bon. Il se ressaisit un peu comme il peut, mais c'est trop tard, parce que ça y est, son imagination s'est mise en route, et il commence à imaginer des trucs, des présences, des formes, des bruits, des ombres, des scénarios de films d'horreur. En clair, Romain, tout jeune de 19 ans et invincible qu'il est, commence à flipper. Son père n'arrive pas, ça doit faire 1 heure qu'il l'a appelé, et l'attente devient interminable parce que Romain ne peut pas s'empêcher de jeter des regards furtifs à gauche, à droite, derrière lui, dans les bois, sans jamais rien voir car il fait très très noir autour de la voiture, ce qui fait que son imagination imagine encore plus de trucs et qu'il flippe encore plus. Bref, c'est l'effet boule de neige. Il s'ouvre une nouvelle bière, allume une cigarette, essaie de se calmer, il reporte ses yeux vers le champ éclairé par la lueur des phares. Le chat est toujours là, à la même place, mais il ne regarde plus Romain. Il semble fixer quelque chose dans sa direction, quelque chose dans l'axe de sa voiture, mais pas tout à fait. Quelque chose qui est derrière la voiture, à la lisière de la forêt. Il est seul sous les étoiles, il repense à ce moment où il a chanté en criant comme un débile sur Linkin Park, les fenêtres ouvertes tout à l'heure dans la clairière. Il se dit « Ne pense surtout pas à ça, ne pense surtout pas à ça, ne pense surtout pas à ça », mais le fait de se le dire fait qu'il y pense. Il pense à l'éventualité où il ne serait pas seul dans cette forêt sombre, dans laquelle, lui, a bien fait comprendre qu'il était là, et que s'il y avait quelqu'un d'autre qui se baladait dans le coin ou qui se cachait, alors ce quelqu'un d'autre est forcément au courant de sa position. Merde, il est beau le Chester Bennington de Lidl. L'angoisse commence à monter, mais il se raisonne. Parce que ce que le chat a vu, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un rat, un sanglier, un autre chat. C'est d'ailleurs sûrement ça, vu le nombre de bestioles qui traînent dans ce genre d'endroit. Et il va quand même pas flipper à cause d'un chat, mais il a le sentiment bizarre. Romain en est sûr, il y a un truc pas normal. Il sait pas ce que c'est, il sait pas pourquoi, mais il y a un mauvais pressentiment. Alors par sécurité, il fouille à tâtons dans la voiture à la recherche de quelque chose qui pourrait lui servir d'arme. Le problème, c'est qu'il ne trouve rien, hormis des bières vides, donc il en prend une, qu'il garde à portée de main, juste au cas où. Et puis une fois qu'il a sa bière vide dans la main, il reporte son regard sur le chat. Le chat qui était immobile, détale et disparaît. Romain se retrouve maintenant tout seul, dans le noir, devant ce champ vide, silencieux et sinistre, dos à la forêt. Et maintenant que le chat n'est plus là, il n'y a plus d'indicateur pour savoir ce qui se passe autour de lui, mais il y a une chose encore moins cool, c'est la façon dont le chat a détalé. Il n'est pas parti comme s'il partait à la chasse d'une souris. Non, le chat a l'air d'avoir eu peur de quelque chose. Et Romain, ça lui plaît vraiment pas. Il espère vraiment de tout son cœur que ce soit lui dont le chat a eu peur. Alors il essaie de regarder, il essaie de distinguer tout ce qu'il peut dans les ténèbres, d'entendre un son, n'importe quoi, mais rien ne vient. Il se passera encore 2 heures, qui lui paraîtront être une éternité, avant qu'enfin des phares apparaissent et dissipent sa peur. C'est le pote de papa qui arrive avec sa dépanneuse. Cool. Le pote de son père, c'est Manu, et donc Manu et son père descendent de la dépanneuse. Romain, il leur montre qu'il est pas serein, et ils lui disent « T'inquiète, il y a probablement un sanglier dans le coin qui vient s'abreuver dans le bras du fleuve, c'est pas déconnant, il y a jamais personne dans ce genre de truc. » Alors Manu et le père de Romain commencent à remorquer la Fiat Panda, et pendant ce temps, lui et Romain continuent à surveiller les bois et à guetter un signe de mouvement. Mais rien ne sort. Et puis, enfin, il est temps de se casser d'ici. Manu l'invite à monter dans la cabine. La dépanneuse démarre, c'est fini, il va pouvoir rentrer chez lui, prendre une bonne douche, se faire engueuler et finir la nuit à jouer à Counter-Strike sur son ordinateur. Et alors qu'il s'éloigne, Romain jette un dernier regard dans le rétroviseur et dans le faisceau des phares rouges, il aperçoit un truc pas normal. Dans le faisceau des phares, Romain aperçoit très clairement la silhouette pâle d'un homme sortir des bois. Une silhouette humaine assez grande, à peut-être 20 mètres, qui se tient droite et immobile, et le regarde s'éloigner. Romain raconte qu'en voyant ça, il a fondu en larmes, et après cette nuit-là, il ne recommencera jamais ses virées nocturnes. Ah oui, vous vous souvenez l'espèce de vertige qu'il a ressenti ? Vous vous souvenez l'odeur d'essence ?
Romain raconte aussi que le lendemain, Manu l'appellera et lui dira « Viens voir ta caisse ». Romain arrivera vers 13h et constatera que la nuit dernière, un de ses pneus a été crevé. C'était ça la sensation de vertige. C'était pas lui, c'était la voiture qui bougeait. Manu lui apprend aussi que le tuyau d'arrivée d'essence a été sectionné. Romain comprend que tout s'est joué lors de sa pause pipi sous les étoiles. Quelles étaient les intentions du type? Il le saura jamais. Et nous non plus. Ciao. Ah oui, et si tu veux nous soutenir, commente, like, partage sur YouTube, mets 5 étoiles sur Spotify ou Apple ou abonne-toi sur Patreon. En plus, t'auras les épisodes en avance. Allez, ciao. Et au passage, merci à Charles, Jérémy, Léna, Vincent, Valérie, Aurore, Agnella, Arthur, Dafox, Aude, Charline, Macno, Sel, Manon, Steven. Pour l'abonnement, vous êtes les boss. Et merci aussi à Romain.